Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur comment investir dans les REITs. On va voir justement plusieurs façons, on va voir également les REITs non cotés avec les avantages et les inconvénients. Investir dans les REITs, donc de manière simplifiée, plusieurs façons et comment commencer. Je vous renvoie déjà à mes premières vidéos, j'ai tourné déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, mais on pose des questions, hein, notamment pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube, donc bienvenue. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner. Et nous allons décortiquer concrètement dans cette vidéo. Alors, on a des REITs, donc qui sont Real Estate Investment Trust, qui sont cotés en bourse, en fait des foncières qui sont négociées tout simplement sur différentes places boursières. Les REITs, d'un point de vue technique, ce sont des foncières américaines. Donc on peut acheter en fait une part, hein, de ces actions, donc on est actionnaire, c'est-à-dire qu'on a une part de l'entreprise avec d'un côté l'actif, de l'autre côté le passif. On a également le pouvoir, hein, de voter, des résolutions en, assemblée générale. Donc vous êtes bien propriétaire d'une part de l'entreprise. Parce que vous avez une action, que vous êtes forcément, on va dire actionnaire direct, notamment la partie Asie, où on est indirectement, actionnaire. On a surtout, on appelle ça des ADR, donc on est indirectement actionnaire. C'est pourquoi je suis pas forcément, investi, sur des foncières, asiatiques. Alors les plateformes populaires, c'est vrai comme on a parlé, donc on a surtout, Charles Schwab, lorsqu'on est américain, Interactive Brokers, plateforme très intéressante pour même, créer son PEA sur ce courtier, qui est un courtier professionnel, super courtier. Seul bémol, c'est qu'il est quand même assez technique, pour les nouveaux arrivants. L'interface, est qu'en anglais, je crois, et c'est assez technique, intéressante en tout cas, si on veut faire prendre des actions, des calls, des puts, mais voilà, assez technique. Trade Republic, pourquoi j'ai barré? Moi personnellement, je conseille pas forcément. Encore une fois, comme d'habitude, hein, je vous dis clairement, les choses. Si mon objectif était de faire du pognon, évidemment que je vous dirais: «Oui, cliquez sur mon lien dans la description et je prends des commissions». Or, ce n'est pas le cas, hein, je rappelle mon temps sur YouTube est gratuit. Pourquoi? Un, c'est pas un broker spécialisé, en bourse, donc c'est une banque allemande, ça c'est un point important à mentionner. Troisième point, lorsqu'on achète une action, tout est en euros, donc on n'a pas la chance ou non d'avoir un portefeuille en dollars, par exemple, et on n'achète pas sur les bonnes, places boursières et on a un spread qui est, très important, voilà, et il faut pas oublier qu'on a quand même un euro, c'est relativement cher et je crois qu'on n'a pas toutes non plus toutes les actions, on en a quand même pas mal, mais pas toutes. Trade Republic très facile, mais c'est comme d'habitude, comme dans tout investissement, lorsque c'est trop facile, il y a trop de monde, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part, voilà. Donc moi, Trade Republic, je le conseille pas forcément pour ouvrir un compte. À la limite, de Giro, pourquoi pas, mais moi je suis sur Interactive Trade Broker et j'en suis, très content, OK? Et ça fait, plusieurs années. Facilité d'accès, une fois que vous créez votre compte, c'est très simple, notamment un CTO, vous pouvez faire des assurances vie, mais attention, il faut ouvrir des unités de compte, spécifiques et toutes elles ne seront pas forcément disponibles, hem, mais vous pouvez tout à fait le faire. Donc une fois que c'est créé, c'est relativement simple, c'est, 3 clics, l'ordre s'effectue. Alors, on m'a posé une question par rapport aux ETF et les fonds. Alors les fonds, gentiment, on oublie, hein, les fonds, ce sont tout simplement des professionnels qui achètent plusieurs, actions, dans le but de battre le marché, mais bon, on a à peu près 80 voire 90 des fonds qui ne battent pas le marché et on a des frais qui sont importants, hein, ça va de plus de 1, c'est entre 1 et 2, je viens de vous dire. Donc déjà, on parle d'argent d'emblée. Donc pourquoi pas des ETF? ETF très intéressants sur des indices. Eurostoxx 600, SP 500, Nasdaq, CAC 40, très bien. Thématique, je suis moins fan parce qu'on a un peu de tout, hein, à l'intérieur, je viens de vous dire. Donc regardez bien dans quoi vous êtes investi et les ETF sur des foncières cotées, notamment sur les REITs, je suis pas fan non plus, hein, dans les foncières cotées, il y en a des très bonnes, mais des très mauvaises et pour moi, il est important de sélectionner et de faire un effort, faire du stock picking dans ces foncières cotées. Parce que sur, plusieurs milliers de foncières, honnêtement, des très bonnes de qualité, il y en a pour moi une centaine. Portefeuille diversifié, donc n'oubliez pas de diversifier votre portefeuille. Sur cette chaîne YouTube, on parle principalement de l'immobilier parce que c'est un domaine qui est, extrêmement large honnêtement, je pourrais faire des milliers de vidéos, il y en a tellement, notamment sur la partie finance où il y a rien sur YouTube. Mais, quand je vous dis rien, mais même rien du tout, personne évoque ce mot, la finance immobilière, la modélisation de nos hypothèses d'investissement, ce que font les professionnels. Après c'est normal, c'est assez récent, ça fait à peu près une vingtaine d'années que les invests, les portfolio managers, réalisent, mais le petit particulier, il y a personne. Donc évidemment, il faudra que je fasse une vidéo sur ce sujet un jour,
Après je me doute qu'il y aura tous les vautours qui vont reprendre, mes tableaux Excel, ainsi de suite, mais bon voilà. Bref, tout ça pour vous dire, diversifiez-vous, c'est relativement important. Les, ETF populaires pour ceux éventuellement qui souhaitent, parce qu'évidemment, je n'ai pas la science infuse pour ceux qui souhaitent investir, dans des ETF. Vous avez le VNQ, hein, c'est Vanguard, c'est pas mal avec une large exposition américaine. Ça va exclusivement dans un CTO. On a également d'autres ETF de chez Amundi de tête et on va être sur des foncières et en plus, on va pouvoir le planquer dans son petit, PEA. Réduction des risques, important de diversifier son patrimoine parce que le bureau, n'a pas subi la correction par exemple d'une foncière en logistique, hein. Ce sont, 2 actifs sous-jacents complètement, différents. Alors là, il y a un autre point aussi qu'on n'aborde pas souvent, c'est les REITs, non cotés. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas creusé ce détail encore, comme d'habitude ça manque un peu de temps. En fait, on va se rapprocher de la SCPI. Concrètement, ce sont en fait des foncières qui sont pas cotées en bourse et qui sont accessibles, bon, via évidemment un conseiller parce qu'il faut qu'ils prennent cette petite rétro-commission, mais, en France, je crois pas qu'on soit éligible sur ce genre de société. On a des rendements élevés, hein, c'est-à-dire qu'on frôle les 10 hein, on va voir ça par la suite. Donc on a souvent des rendements qui sont plus ou moins supérieurs. Encore une fois, ça dépend lesquels. Par contre, on a une liquidité qui est réciproquement sur les SCPI. Voilà, donc on a une liquidité qui est réduite, par contre, on n'a pas la volatilité. Alors les 2 plus connus, évidemment, c'est Blackstone, un fonds, bon, avec un patrimoine hors norme. Donc c'est un fonds qui est impressionnant, et donc ils ont une REIT, c'est Blackstone Real Estate Income Trust, OK? Principalement sur du résidentiel, mais pas que, hein. En tout cas, Blackstone, directement investir dans Blackstone, très, très belle boîte. C'est un fonds, je vous dis, ultra diversifié. Bon, le problème, c'est que ça se paye très cher. J'aimerais bien investir dans un fonds, au sein de ma chaîne YouTube pour vous expliquer parce qu'ils investissent également dans des projets, d'infrastructure et ça aussi, c'est une partie, je pense qui est méconnue pour la plupart des personnes, hein, la partie infra. On pourra en reparler. Un autre aussi qui est pas mal avec des performances un petit peu moins bonnes, je vais vous dire, là on est quasiment en fonction des classes parce qu'il y a différents types de on va dire, hein, différents types de REITs à l'intérieur, mais on est à peu près à 10. Donc je vous montre, comme d'habitude, il faut y chercher, il faut télécharger les documents et donc qu'est-ce que ça donne? Au niveau des performances, donc encore une fois, ça dépend des classes, on a différents types. Si on regarde la numéro 1, j'ai traduit pour les personnes parce que je sais que j'ai des personnes qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Voilà, on va être sur des rendements annualisés, environ de 9,4. Taux de distribution annualisé, on est à 5. Donc voilà, donc il y a rien non plus d'extraordinaire, hein, face à une foncière cotée et on est surtout du, rési, hein, multifamily, on est sur de la family rental housing, des résidences étudiantes, voilà, on est surtout sur du, résidentiel, principalement dans le sud. On est exclusivement, aux États-Unis, hein, et un peu de retail, un peu de data centers, mais principalement sur du résidentiel, sur celle-ci en question et les rendements sont plutôt pas mal du tout. Après voilà, faut creuser dans le détail, hein, je vais pas vous mentir, et puis après on a des dividendes qui sont, mensuels, sur celle-ci et au niveau de Starwood, on est environ donc à 6,6. Donc il y a rien d'exceptionnel non plus, hein, il y a des CPI qui font même mieux en France, j'ai envie de vous dire. Bon après il faut regarder les classes actifs, voilà, ça creuse dans le détail. Je vous donne l'info, après d'un côté c'est à vous, à vous de chercher si vous voulez plus loin. Pour moi, les Français, ne sont pas éligibles, à cette classe d'actifs. Encore une fois, je peux me tromper, donc n'hésitez pas à creuser dans le détail. Ça ne m'intéresse pas, voilà, mettre 6 et un investissement qui est bloqué ou qui est très peu liquide, ça ne m'intéresse pas, en tout cas pour ma part. Mais pour ceux qui le souhaitent, voilà, n'hésitez pas à regarder davantage dans le détail et éventuellement, s'il y a bon nombre de personnes qui sont intéressées, je pourrais, faire une petite vidéo, sur ce sujet. Les principaux donc secteurs du marché des, REIT, mais également des foncières, cotées. Le résidentiel, on oublie, souvent cette classe d'actifs parce qu'on a souvent un appartement, du locatif pour nos gamins, ainsi de suite. Mais une, classe qui est très résiliente, je viens de vous le dire, sur le marché. Alors, qui ne délivre pas des performances hors normes, mais qui est, résiliente et l'avantage des foncières cotées, c'est qu'elles ont aussi la double casquette de promoteurs. Donc elles construisent également des maisons, des lotissements et donc on a également une marge supplémentaire. REITs, de commerce, très bien, très belle classe d'actifs. Donc centres commerciaux, à titre perso, je suis pas forcément fan, même si on arrive sur des, par exemple sur des foncières, notamment en France, avec une très, très grosse décote, je suis pas forcément fan et galeries marchandes non plus. J'aime quand c'est simple, quand il y a pas beaucoup de capex à mettre. Voilà, c'est pas une classe d'actifs qui m'intéresse plus que ça. Ceci étant, j'ai Realty Income. Alors Realty Income, on n'est pas sur les centres commerciaux, on n'est pas non plus sur des galeries marchandes, on est sur du style du Decathlon, voilà. Au niveau des, REITs de bureau, pareil, j'estime que le marché n'est pas encore assez mûr, n'a pas encore absorbé concrètement
la baisse. Mais les bureaux, très intéressant, hein, cette classe d'actifs est loin enfin, elle va pas mourir, hein, qu'on soit très clair. Mais il y aura un ajustement, une correction qui va tout simplement s'effectuer au cours du temps. J'ai réalisé pas mal de vidéos sur les foncières, notamment de bureaux. Il manque peut-être Gecina. On a vu Icade. Icade, alors je suis un peu dur dans les investissements, on me l'a reproché. Je le conçois tout à fait, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, parce qu'on a énormément de choix. Donc si à un moment donné, on n'a pas les critères qui sont définis et qui ne sont pas stricts, on investit quasiment dans tout. Voilà, donc les critères en question, faut être, tranchant, et ne pas parler avec ses émotions. Et aussi n'hésitez pas à me corriger, je sais que j'ai fait, 2 petites erreurs, j'ai également un abonné qui m'a corrigé, franchement c'est plaisir, hein, franchement allez-y, corrigez-moi, le but c'est aussi que j'apprenne des choses, de mes erreurs et que vous m'apportez également des choses, hein, que ce soit, on va dire, donnant-donnant. Donc Icade, on a un portefeuille pour moi qui est très, très moyen. On a vu également Inia qui était sur des bureaux, principalement sur les 10 grandes métropoles, de France et plutôt de rendement, donc qui livre à peu près du 7 à 8 de rendement. Après on a Gecina, une très belle foncière, sur Paris, exclusivement sur Paris, sur du bureau prime, mais attention également aux aléas, notamment avec le pays bioclimatique et les renouvellements, de baux, qui vont tout simplement définir, par la suite le rendement et l'appréciation de cette foncière. Après, on a les REITs, donc industriels. Moi, toujours, j'aime bien. Pourquoi? Parce que les meilleurs fondamentaux, ce sont des foncières cotées industrielles. Alors, on a un ralentissement en termes de taux d'occupation, hein. Évidemment, chaque classe d'actifs, l'immobilier, c'est cyclique, donc chaque classe d'actifs a, on va dire, pour l'instant, on a plus de demandes que d'offres, notamment même en Europe. On a de très, très belles boîtes comme, Montea, WDP, d'où je suis actionnaire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Argan qui est intéressante, mais, pour moi, et qui a une partie via Carrefour qui est trop importante en tant que locataire. Mais voilà, très belle typologie d'actifs. Et après on a des REIT spécialisés comme notamment la santé, l'hôtellerie, l'infrastructure, les télécommunications, les centres de données, donc les data centers et tout ce qui est au stockage. Et moi toujours, pour des questions également de valorisation, j'ai exclusivement du stockage. Santé, les fondamentaux ne m'intéressent pas plus que ça. Hôtellerie, c'est une classe d'actifs qui était assez intéressante lorsqu'on a des hôtels très bien placés. Je cherche pas forcément l'haut de gamme parce que l'haut de gamme, on a des marges qui sont, moins intéressantes parce qu'on a du personnel, on a énormément de charges. Infrastructure, il y a trop de dettes, centre de données, c'est trop cher. Donc pour l'instant, je exclusivement que du self-storage. Alors, on va voir également alors là, je vais essayer de passer vite parce que la partie comptable, c'est un peu ennuyant, un peu boring pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction, de la foncière cotée, on a des normes comptables qui sont différentes. Hem, donc on a une comptabilité qui s'appelle GAAP, OK, donc je vous laisse lire, hein, le mot. En fait, ce sont des normes comptables utilisées aux États-Unis, qu'on va analyser principalement, pour, du Microsoft, pour, du, Alphabet, ainsi de suite. En revanche, pour, les REITs, pour les foncières cotées, on a un problème, c'est qu'on a des charges liées à l'amortissement qui sont conséquentes et donc ça va modifier enfin, ces indicateurs vont être mauvais. C'est compliqué d'analyser une foncière cotée via donc, la norme américaine GAAP. Donc pour les foncières, on va faire des mesures qui s'appellent ça non GAAP, c'est-à-dire les FFO, hein, Funds from Operation ou les AFFO, c'est Adjusted, Funds from Operation, qui vont me permettre de prendre en compte, hein, comme on l'a vu, c'est l'amortissement et la dépréciation au revenu net. On va chercher en fait les revenus qui sont récurrents de la foncière. On va venir chercher donc les revenus récurrents de la foncière. Donc c'est une vision qui est plus fidèle, une vision qui tout simplement nous permet d'analyser, la santé financière d'une REIT en prenant en compte surtout les amortissements et la dépréciation, des différents actifs. Donc indispensable, c'est ce qu'on voit de toute façon sur la chaîne, mais je voulais quand même vous le mentionner. Après évidemment qu'on a les normes IFR, on a d'autres pays comme le Canada qui utilisent également cette norme en question. Normes européennes, parce que sinon c'est pas drôle en fait, il y a quasiment chaque pays qui a ses propres normes. Normes européennes, on est sur l'EPRA, EPRA Earnings. Encore une fois, c'est analysé, on a différents types d'EPRA, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir analyser, différentes foncières européennes sur les mêmes normes. Ce qu'on n'a pas par exemple sur des SCPI. Voilà, chacun, balance ses infos, mais c'est pas, on va dire, encadré. Là, on a donc une ligne directrice qui est fournie par l'EPRA. L'EPRA, c'est European, Public Real Estate Association. Et donc c'est standardisé et on peut faire des analyses uniformes sur, les foncières cotées, notamment européennes via l'EPRA. On a également d'autres normes comme celle à Singapour, donc SFPI,
IFRS, Singapore Financial Reporting Standards. Bon, c'est une norme en question, on en a également d'autres en Inde, par exemple. L'objectif étant, c'est à chaque fois, utiliser donc une mesure non GAAP pour, prendre en compte les amortissements et la dépréciation, notamment des actifs immobiliers. Donc petite conclusion, on a énormément de foncières cotées en bourse, donc là je parle de REIT cotées en bourse, qui sont facilement accessibles une fois qu'on a créé un compte sur un broker qui est reconnu. Encore une fois, évitez de prendre un broker qui est, à Chypre ou voilà, prenez de la valeur sûre. Encore une fois, moi je mets aucun lien d'affiliation, faites comme bon vous semble. Moi je suis sur Interactive Broker. On a également DEGIRO qui est pas mal. Voilà, en tout cas c'est 2 valeurs, de brokers, qui sont plutôt reconnus et après en France, il y en a aussi quelques-uns, je sais plus les noms, je vais pas vous mentir. Mais voilà, ouvrez d'abord un compte CTO, ça coûte rien, c'est gratuit. Par la suite, analysez les foncières parce qu'il y en a énormément. N'ayez pas peur d'avoir des critères qui sont relativement stricts, hein, parce qu'autrement on investit dans tout, hein, ou bienvenue dans le monde des bisounours et malheureusement, beh, voilà, on va être un investisseur avec, qui a très peu de critères et qui analyse, très peu de données, par conséquent, on aura de mauvaises performances. N'oubliez pas qu'il y a différents types de normes comptables à analyser, notamment, sur les foncières cotées. C'est particulier, hein, les foncières cotées, c'est pas, je vous dis comme du Google, comme sur du Amazon. C'est un petit peu plus technique. Heu, 3e point, n'oublie pas qu'on a des rendements moyens, je parle bien de rendement moyen annualisé de 10, c'est-à-dire on prend en compte le dividende plus l'appréciation du cours de bourse. Grosso modo, on a un rendement, je parle bien d'un rendement via le dividende de 4 si je fais une grosse moyenne, grosse fourchette. Et on a à peu près une appréciation du cours de bourse à hauteur de 6. Donc voilà, 6 plus 4, ça fait à peu près 10. Donc on a bon nombre de foncières qui battent le SP500, hein, vous inquiétez pas sur ce point-là. Investir dans les, foncières cotées, donc dans les REIT, c'est un moyen accessible et diversifier son patrimoine immobilier sans contrainte, de gestion directe. Seul gros bémol, on a la volatilité, mais n'oublie pas qu'on a quand même les 4 de rendement initialement. Et on peut sortir notre capital comme bon nous semble. Ce qui est différent sur des SCPI ou ce qui est différent sur le crowdfunding. Voilà, on voit pas mal de messages liés au crowdfunding. Et je faudra que je fasse une vidéo sur ce sujet. Mais pareil, je suis pas forcément fan, j'en parlerai la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un petit like, on s'abonne et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.